de ce jour 28 octobre. Bonjour à tous et à toutes, je suis Pascal Morel, je suis très heureux d'être avec vous et je vous salue au nom du groupe Santé de Sciences Po Alumni et merci à vous tous et à vous toutes de votre présence. Nous allons traiter, vous en conviendrez, fort à propos, le sujet suivant, la formation d'aujourd'hui et la médecine de demain, dans un moment, on ne peut pas dire autre chose, d'un moment difficile, un moment délicat, qui met la médecine et la santé publique notamment, au centre de nos préoccupations collectives et je dirais même sans doute de nos soucis. Nous terminerons à 19h, si vous le voulez bien, alors 19h05, pour vous permettre d'écouter les annonces à 20h du président de la République, que nous attendons, que vous attendez tous et que nous attendons tous. Vous pouvez intervenir dans notre débat par chat en posant des questions. Je remercie tout particulièrement Mélène Flouret de Sciences Po de nous aider à organiser cette réunion. Donc, je vais voir les questions qui vont apparaître. Vous pourrez même éventuellement, si vous le souhaitez, nous poser directement des questions en vous présentant si nous avons le temps. Nous avons beaucoup de chance, je trouve, même un privilège de recevoir aujourd'hui le professeur Patrice Diot. Patrice Diot, vous êtes pneumologue au CHU de Tours, vous êtes professeur de médecine, vous êtes doyen de la faculté de médecine de Tours et vous êtes le président de la conférence des doyens de médecine. Nous allons vous demander, si vous le voulez bien, c'est un peu la règle de nos groupes, une intervention liminaire d'une dizaine de minutes et ensuite nous vous poserons des questions. Vous allez voir qu'en général, nos camarades et amis réunis ont souvent beaucoup de questions à poser à nos intervenants. Le système de santé, donc, on le voit bien, est sous pression, sous tension, il est même très bouleversé. Vous avez de notre côté engagé, ou en tout cas vous êtes au début, peut-être au milieu du gué, d'une réforme importante des études médicales, des études de santé, mais enfin en particulier des études médicales dans vos universités, et notamment à l'entrée en médecine. Et il nous a semblé que c'était intéressant pour notamment nos camarades qui qui ont besoin de repères dans ces études médicales, qui restent des études très attirantes ou attractives, comme on dit, pour les jeunes. Et souvent, les parents des alumni sont aussi des parents d'élèves. Je pense que de ce point de vue, ça va les intéresser, notamment d'essayer de comprendre l'architecture de ces réformes, en soi des réformes médicales, des réformes de l'université, des facultés de médecine et des facultés médicales, mais également qui sont, on a bien l'impression, liées aux études précédentes, c'est-à-dire des lycées qui sont elles-mêmes en très grand changement, hein, avec la réforme du baccalauréat, et puis aussi, évidemment, en formant les étudiants, vous formez les médecins et les professionnels de santé de demain. Je dois dire que j'avais reçu plusieurs demandes, nous avions reçu plusieurs demandes de parents d'élèves pour essayer de leur expliquer ces réformes. Il nous a semblé que c'était utile, et je crois qu'on a pas mal de parents d'élèves qui sont avec nous, Sciences Po ou pas, et qui ont besoin d'informations, donc je disais de repères. Et puis je pense que nous aimerions aussi avoir des commentaires sur la recherche avec vous, sur la recherche médicale, dont les Français ont découvert, même si peut-être les sciences... Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro, merci de le couper. Voilà, je termine l'introduction en disant des commentaires sur la recherche médicale dont les Français, même peut-être si les Sciences Po sont plus vigilants que d'autres, mais en tout cas ont découvert l'importance et l'exigence à l'occasion de la crise Covid. En tout cas, Patrice Diot, nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vous donne donc la parole, ensuite pour une dizaine de minutes, et ensuite les uns et les autres vous poseront des questions pour avoir un débat riche, interactif ce soir. Merci à vous. Merci Pascal de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment de m'avoir invité. Je suis très, très honoré.
Le sujet de la formation médicale, il est au cœur de l'activité des facultés de médecine depuis 2017, puisqu'on s'est engagé dans une profonde réforme. On s'est engagé dans. Est-ce que, Pascal, je pense que quelqu'un a une question, mais c'est sans doute pas à moi qu'elle s'adresse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je disais que non, faites votre intervention, nous répondrons aux questions après. Merci à tous et à toutes de couper vos micros, notamment pendant l'intervention du professeur Gio. Je vais continuer, même s'il s'avérait qu'il y ait des bruits parasites. Donc, ce que je disais, c'est que depuis 2017, les facultés de médecine sont engagées dans une réforme complète des études de médecine. On a commencé un peu à rebours, parce qu'on a commencé par le 3e cycle, c'est ce qu'on appelle communément l'internat. Cette année, nous mettons en place la réforme du 1er cycle. C'est probablement celle qui suscitera le plus de questions, parce qu'en effet, elle devrait être connectée avec la réforme des lycées. Et malheureusement, elle ne l'a pas été si bien que ça. Et je pourrai répondre à des questions sur le sujet. Et puis, à la rentrée prochaine, on mettra en place la réforme du 2e cycle. Alors, pour bien comprendre l'importance de ces réformes, je pense qu'il faut se repencher un peu sur l'histoire, alors l'histoire moderne, de la formation médicale, enfin de la formation médicale structurée. Je ne peux pas remonter à la Renaissance ou au Moyen-Âge. On va bientôt fêter les 800 ans de la faculté de Montpellier, mais ce n'est pas ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est de l'histoire de la formation médicale structurée, parce que ça donne beaucoup d'explications à ce qui est en train de se passer. 1802, c'est le consulat. La santé a été totalement abandonnée pendant la Révolution et le consulat décide de reconstruire à la fois la santé et la formation et crée ce qu'on appelle le concours de l'externat et le concours de l'internat. Je pense que tout le monde a ces mots en tête. Le concours de l'externat en 1802, c'est un concours extrêmement difficile auquel sont reçus un candidat sur 8 ou 10. Et puis le concours de l'internat, c'est un concours également très difficile, réservé aux lauréats du concours de l'externat et auxquels sont reçus un candidat sur 6 ou 8. Et jusqu'en 1885, ces concours sont réservés aux hommes. Ces concours, ils donnent l'accès à une formation médicale de et par la compétence. Il n'y a absolument ou pratiquement pas d'enseignement universitaire et l'université est d'ailleurs laissée complètement de côté. C'est donc une formation pratique à la compétence totalement hospitalo-centrée. Tout se fait à l'hôpital. Et ces concours que je viens de décrire, ce concours de l'externat et ce concours de l'internat, sont d'ailleurs des concours hospitaliers. On dit externe des hôpitaux de Paris, on dit interne des hôpitaux de Paris. Et donc, ce système se met en place et au début du XXe siècle commence à être critiqué parce qu'un certain nombre d'universités se mêlent de la formation médicale et décident quand même de participer à la formation. Sauf que tout le monde considère que la voie royale passe par les concours hospitaliers de l'externat et de l'internat et que l'enseignement universitaire est un enseignement de deuxième zone. En 1949, on crée ce qu'on appelle les certificats d'études spécialisées pour acquérir des spécialités en dehors du concours de l'externat et de l'internat. Et on a donc vraiment deux voies de formation, cette voie hospitalière et la voie universitaire qui, à l'inverse, se fait pratiquement sans contact avec le patient, pas de formation pratique. En 1968, le mouvement estudiantin conteste, et je pense que c'était extrêmement légitime, cette double formation et revendique pour tous les étudiants en médecine un accès à la formation pratique. Et en 1968, on fait donc disparaître l'externat et on installe l'ensemble des étudiants en médecine dans une formation pratique à l'hôpital. J'insiste, on est encore totalement hospitalo-centré à l'époque. Alors, la difficulté, c'est qu'on se retrouve dans les hôpitaux avec des quantités très importantes d'étudiants, au point que les capacités de formation se trouvent dépassées. Et en 1971, le gouvernement de l'époque
institue le numerus clausus qu'on va faire disparaître cette année. Pourquoi est-ce que le gouvernement de l'époque a créé le numerus clausus? Absolument pas pour servir d'outil de régulation de la démographie médicale. Il a été complètement et bêtement détourné de son usage ensuite. Il a été créé uniquement pour permettre à l'ensemble des étudiants en médecine de bénéficier d'une formation pratique. Au demeurant, on voit bien que après cette période du 19e siècle, avec une formation centrée sur la compétence, le 20e siècle est marqué par une universitarisation progressive et par une transformation de la pédagogie vers une pédagogie de la connaissance et vers ces études de médecine qui ont progressivement acquis une certaine mauvaise réputation au motif que c'est devenu un empilement de connaissances au XXe siècle. Certains disent un gavage de cerveau. Bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais c'est vrai qu'on a peut-être sacrifié la compétence au profit de la connaissance avec une multiplication des connaissances sous l'influence en particulier des spécialités médicales. En 1949, quand les spécialités commencent à être créées, on est à 10. En 2017, quand on a créé la dernière réforme du troisième cycle, on a consacré 44 spécialités médicales. Il faut bien comprendre que ces spécialités médicales, elles défendent leur existence au travers du volume des connaissances à enseigner et au travers du nombre d'internes. Autrement dit, je caricature à peine, les collègues disent ma spécialité est la plus importante parce que j'ai une centaine d'items dans le programme des études de médecine et puis parce que j'ai beaucoup d'internes. Et on néglige finalement l'aspect qualitatif de la formation. Et puis surtout, à surspécialiser la médecine. J'exagère peut-être un petit peu dans le mot surspécialisation, mais en développant comme ça une médecine spécialisée, on oublie, on laisse de côté des principes partagés qui expliquent, et encore une fois, mon propos est peut-être un petit peu excessif, mais que dans certaines situations de crise, les médecins se retrouvent un peu dépassés. On a vu ça au moment de la canicule de 2003, on a vu ça en 2015 au moment des attentats du Bataclan. On voit un petit peu ça en ce moment, au moment de la crise du Covid, dont la prise en charge repose sur quelques spécialités seulement, alors que d'autres se retrouvent à l'arrêt. Donc, des effets pervers, je trouve, liés à cette multiplication des spécialités. Il faut être évidemment attentif au fait que la surspécialité est importante pour garantir la qualité de soins pointus, mais qu'il faut aussi conserver ce corpus de compétences partagées. Et ça explique donc l'évolution au XXIe siècle, qui consiste finalement en un retour équilibré vers une pédagogie de la compétence s'appuyant sur, évidemment, des référentiels de connaissances solides. Et c'est là que j'en viens à l'explication sur le sens des réformes. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, même si elles n'ont pas été faites dans cet ordre-là. Le premier cycle, la réforme du premier cycle, de quoi il s'agit? En réalité, ce n'est pas la réforme du premier cycle, c'est la réforme des modalités d'entrée dans les études de santé. On a abandonné le système qui existait depuis 2009, qui était la PACES, la première année commune des études de santé, parce que cette PACES conduisait à l'entrée dans les études de médecine d'un modèle excessivement stéréotypé de futurs médecins qui étaient, dans la très grande majorité, des bacs S, mention très bien, souvent issus de territoires métropolitains et souvent issus aussi de catégories socio-professionnelles favorisées. Donc un certain nombre d'acteurs, dont je suis, ont pensé qu'il fallait diversifier le profil des futurs médecins et qu'on pouvait parfaitement devenir un bon médecin qui rende service sans forcément être capable de résoudre des équations du troisième degré, ce qui est typiquement mon cas d'ailleurs. Donc la réforme du premier cycle consiste à maintenir pour les étudiants scientifiques et extrêmement motivés la possibilité de s'inscrire dans ce qu'on appelle des PASS, parcours d'accès spécifique santé, qui ressemble quand même, il faut le dire, à ce qu'était la PACES jusque-là, mais à permettre aussi l'accès en deuxième année de médecine d'étudiants d'autres profils inscrits dans des licences d'autres composantes de l'université, évidemment des licences plutôt scientifiques, mais aussi des licences plutôt marquées par
les humanités, le droit, les sciences sociales, la psychologie, le STAPS, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place cette année, dont on espère une diversification et donc peut-être un changement dans la sensibilité et dans la façon qu'ont les étudiants d'aborder leurs projets professionnels. À partir de là, la réforme du deuxième cycle qu'on mettra en place à la rentrée prochaine a pour objectif de reconsidérer donc notre pédagogie et d'aller vers une pédagogie de la compétence. Alors, on n'est pas allé tout à fait au bout de l'exercice et on va le perfectionner, l'exercice. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous avons peut-être encore des référentiels de connaissances excessivement complets et qu'il faudra peut-être que nous allégions, mais en tout cas, nous avons convenu d'installer dans les stages, qui ne sont plus maintenant que dans les centres hospitaliers universitaires, qui ne sont plus que dans les centres hospitaliers, mais aussi dans des modes d'exercice libéral, cabinets médicaux ou cliniques, des exercices d'acquisition et de contrôle d'acquisition des compétences au travers d'épreuves, en particulier des preuves cliniques objectives et structurées, qui consistent au fond à simuler des situations d'exercice et à permettre d'aider l'étudiant à se perfectionner, en ayant dans l'idée que la formation médicale ne donne pas accès à un métier, mais à de très nombreux métiers, et qu'il faut donc être attentif et pas obsédé par l'idée que nous formions que de futurs soignants. Il y a des exercices médicaux très, très variés et il faut qu'on soit très ouvert à cela, mais il faut aussi que les futurs soignants soient en capacité d'acquérir ce que j'appelle moi les compétences génériques du médecin, qui sont fondées sur tout de même une capacité de travail importante. Il n'y a pas que les médecins, mais quand même, je pense qu'il y a une capacité de travail importante qui est requise. La résilience, car c'est un métier difficile. Encore une fois, ce n'est pas le seul, bien sûr, hein, mais je vois bien au point où j'en suis de ma carrière que la résilience est quand même importante. L'empathie, fondamentale. Et puis, quatrième dimension essentielle, la capacité à prendre une décision en situation d'incertitude. Le troisième cycle qu'on a déjà mis en place permet ensuite d'achever la formation avec, encore une fois, des cycles de formation au sein même du troisième cycle qui permettent de respecter une phase socle, une phase d'approfondissement et dans certaines spécialités, une phase de consolidation, avec la mise en place ensuite de ces futurs médecins sur l'ensemble des territoires. Voilà un petit peu pour les enjeux de formation. Alors, inutile de vous dire que la crise sanitaire qu'on vit vient bousculer toutes ces réorganisations à mettre en place, en particulier, par exemple, pour les étudiants en première année, que ce soit les PASS ou les LAS que j'ai cités tout à l'heure cette année, mais pas que pour ces étudiants-là. On est évidemment extrêmement attentif à ce que les étudiants en santé, pas que en médecine, mais en santé, ne soient pas considérés comme des auxiliaires de santé. Ils ont un rôle à jouer, bien sûr, hein, dans la lutte contre ce virus, mais il faut veiller aussi à la qualité de leur formation, sinon ils nous le reprocheront et surtout collectivement, notre société aura à le regretter rapidement. Donc il faut qu'on soit très attentif à ne pas sacrifier la qualité de la formation de ces étudiants. Pour ce qui est de la recherche, je parlerai aussi du Covid parce que ça nous a appris énormément de choses. La crise du Covid a permis de très bonnes choses et puis a montré aussi des limites importantes de notre système. La très bonne chose, c'est qu'on a montré notre capacité à accélérer considérablement la mise en place d'études cliniques qui ont permis de répondre très très vite à une vitesse incroyablement rapide à mes yeux à des questions fondamentales qui font qu'on soigne mieux aujourd'hui. Je suis pneumologue, hein, vous l'avez dit Pascal, on soigne beaucoup mieux aujourd'hui qu'au mois de mars, avril, mai les patients atteints de Covid qui présentent des complications respiratoires parce que grâce à une étude clinique menée à une vitesse inimaginable, on a montré que les corticoïdes permettent d'améliorer le pronostic. Et puis à côté de ça, on s'est bien rendu compte qu'un certain nombre d'études avaient été mises en place de façon un peu dispersée dans différents centres, sans avoir la puissance nécessaire pour démontrer les hypothèses. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. L'hydroxychloroquine est un exemple. Donc, il y a beaucoup à revoir. Ce que nous pensons, et nous avons beaucoup réfléchi à ce sujet lors d'un colloque qui a réuni beaucoup de monde le 24 septembre dernier. On était en distanciel, certains étaient à la Sorbonne. C'est qu'il faut aller vers un plus grand décloisonnement de la recherche.
il serait stupide de continuer à considérer que la recherche clinique, celle auprès du patient, peut être menée par des seuls médecins et à partir du seul cerveau des médecins. Il faut décloisonner, ouvrir à l'ensemble des compétences scientifiques qui existent au sein de l'université. On a beaucoup à apprendre des sciences dures, mais aussi des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences économiques. Il faut qu'on décloisonne et qu'on réfléchisse à l'aune de cette crise-là sur de nouvelles évolutions à apporter en ayant une vision également beaucoup plus large d'un point de vue territorial. On ne peut plus raisonner à la seule échelle du pays, il faut qu'on raisonne au moins à l'échelle de l'Europe, aussi bien d'ailleurs pour la formation que pour la recherche. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère ne pas avoir été trop long, Pascal. Vous avez fait un discours de Sciences Po, de Sciences Po. Alors là, vous me faites un grand plaisir. Oui, parce que c'est vrai que sous le contrôle… Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je disais, non, c'est tout à fait ce que nous aimons, c'est-à-dire vous parlez de l'avenir et puis vous la raccrochez à l'histoire. Donc ça, en général, à Sciences Po, on aime bien. Alors, je vais demander à nos amis de poser des questions. Je n'en vois pas beaucoup pour l'instant sur le chat, ça commence à arriver. Je vois qu'il y a plusieurs de nos amis qui sont évidemment dans le secteur de la santé, qui occupent des postes de responsabilité, il y a des étudiants, il y a des journalistes, donc vous allez avoir sans doute beaucoup de questions. Peut-être la première, simplement pour que nous lancions le débat entre nous, si Christophe ou Bruno veulent également, qui sont dans le bureau, Bruno Ramji qui est dans le bureau du groupe santé veut intervenir, il est spécialiste également de ces sujets. Moi, j'avais quand même une petite question une petite réaction sur le numerus clausus, qu'on vous en avait parlé, puisque nous l'avons quand même nous-mêmes subi. Et encore, je me suis rendu compte que dans la période où moi, j'ai passé le PCEM, on disait PCEM, pas PCB, PCEM quand même. Donc, c'était il y a longtemps. Je trouvais que les études étaient terriblement difficiles, déjà. Peut-être que je n'étais pas un très, très bon étudiant, enfin, c'était assez difficile. Et après, quand j'ai regardé les cours pour préparer notre entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait eu, quelques années après, une chute absolument considérable dans les recrutements, dans les entrées au PCEM, de manière vraiment tout à fait extraordinaire. Alors, ma question, vous avez dit que ce n'était pas pour des raisons démographiques. Ça me paraît peut-être mériter de votre part quelques précisions. Il a disparu, Patrice? J'ai l'impression que Patrice Dio a disparu, non? Vous m'entendez? Est-ce que les autres m'entendent? Oui, on t'entend, Pascal. Vous êtes d'accord pour dire que Patrice Dio a disparu? Non? Oui. Je ne le vois plus. Mélène? Oui, je pense qu'il y a dû avoir un problème sur ça. C'est embêtant, parce que si je dois faire Ah, il est là, oui, il me téléphone. Oui, Patrice, vous avez disparu. Alors, on va voir. Est-ce que Patrice Dio peut interagir au téléphone? Je ne suis pas sûr, mais allez-y, parlez pour voir. Oui, je suis désolé, j'ai un problème de connexion et je n'arrive pas à me reconnecter. Alors, oui, alors, il paraît que vous pouvez nous appeler et nous appeler sur la plateforme. Est-ce que là, les gens vous entendent si je mets mon portable? Pascal, je n'ai plus rien, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai plus aucune connexion, je ne peux même pas me connecter au mail que j'avais reçu me donnant les coordonnées de la salle Zoom. Est-ce qu'il reçoit les SMS? Est-ce que vous recevez les SMS? Attends, ça y est, je viens de retrouver la connexion. Je suis vraiment navré. Non, c'est pas grave. Est-ce que les autres vous entendent quand vous parlez au portable, sur mon portable? Oui, pour information, on entend bien via le portable. Bon, vous pouvez, si vous voulez, le temps de faire fonctionner la connexion. Pascal, je suis oui. là. Ah, ça y est, il s'est reconnecté. Et
Il est reconnecté? Vous êtes reconnecté? Non, je ne vois pas reconnecté. Tu sais quoi? Alors, allô? Si, il est là. Ah, il est là. Voilà. Patrice, vous êtes là? Oui. Voilà, ben c'est génial. Parce que je me demandais si je devais expliquer la réforme des études médicales tout seul. Je suis désolé. Je regardais qui était dans la salle en espérant que Bruno Rangi ou quelques autres, ou Morgane Caillot qui est avec nous, pourraient le faire, mais je me sentais un peu court. Bon, alors, moi, ma question, elle va être encore plus brève. Vous avez parlé du numerus clausus en disant que ce n'était pas pour des objectifs de régulation. J'en doutais un peu. Voilà, c'était ma question directe, c'était celle-là. Vous pouvez revenir. Vous avez dit tout à l'heure que le numerus clausus, qui était extrêmement sévère, que nous avons vécu tous, finalement, ça n'était pas uniquement pour des raisons de régulation et de médecins. Non, je me suis mal exprimé. Le numerus clausus, quand il a été créé, j'insiste, pour permettre… En fait, il y avait un tel afflux d'étudiants que il y avait plus, j'exagère un peu, mais il y avait plus suffisamment de patients pour assurer une formation pratique à ces étudiants qui arrivaient à l'hôpital, puisque la formation n'était qu'à l'hôpital. Et donc, on s'est dit, il faut diminuer le nombre d'étudiants pour que les étudiants aient la formation pratique qu'ils ont revendiquée à juste titre. Donc, ça, ce que je suis en train de décrire, ça n'est pas un outil de démographie médicale, c'est une adaptation du nombre d'étudiants à des possibilités pédagogiques. Et puis, très rapidement, malheureusement, parce que les années 80 ont été marquées à l'époque par ce qu'on a considéré comme un excès de médecins, avec même des encouragements au départ à la retraite, avec des processus qui s'appellent le MICA, qui étaient des encouragements financiers au départ à la retraite. On s'est dit, oh là là, il faut diminuer le nombre de médecins, et on a détourné l'usage du numerus clausus, et on en a fait un outil de démographie en disant plus le numerus clausus sera bas, moins évidemment on va former de médecins. Et on a comme ça diminué le numerus clausus jusqu'en 2000-2001 pour finalement, parce que la constante de temps après toutes ces décisions, c'est une quinzaine d'années. C'est bien pour ça que ça ne peut pas être un outil de démographie médicale pertinent, le jeu sur le numerus clausus. Donc on a toujours 15 ans de retard en fait. Hein, et je crains que les décisions qu'on est en train de prendre en ce moment de très large ouverture posent des problèmes dans quelques années, car personne ne va me croire dans ce que je vais dire là. Mais le problème de la démographie médicale est réglé aujourd'hui avec les nombres de médecins que nous formons. Simplement, ça ne se verra que dans 10 à 15 ans. Et on a encore quelques années à souffrir par un petit manque de médecins. En réalité, pas tant que ça. Hein. Il y a 216 000 médecins en France, il n'y en a jamais eu autant. Mais ils sont mal répartis sur le territoire. Et donc, ce que je dis, c'est que l'enjeu n'est pas au nombre, mais aux médecins formés et à la capacité que nous aurons à redonner à ces médecins un goût pour les territoires et à faire en sorte que la fameuse diagonale du nord-est, la diagonale du vide hein, sur la carte de France, du nord-est au sud-ouest, soit comblée et que les territoires qui manquent réellement de médecins puissent bénéficier à nouveau d'une offre de soins. Vous avez également, je regarde s'il y a eu d'autres questions, mais il y a quelques commentaires, peut-être moins de questions, si ce n'est sur une question, mais je la prendrai peut-être après. Je vous propose de rester encore un moment sur la formation, donc sur les études. Donc, on a vu le passé, bon, on l'a évoqué, on pourra peut-être y revenir, mais évidemment, c'est maintenant le présent. Alors, comment, vous l'avez évoqué, mais c'est assez complexe, vous avez parlé de PASS, vous avez parlé de LAS, je crois, je ne sais pas si vous avez cité le terme, mais en tout cas, vous avez expliqué que l'on pouvait rentrer par une voie normale. Je vous pose la question, est-ce que ce sera une voie royale ? On était souvent habitué en médecine d'entendre ce terme, voie royale. Si vous n'aviez pas fait l'internat de Paris, vous étiez un tout petit peu moins calé que les autres, enfin, etc. Il y a une sorte de hiérarchie, fausse hiérarchie évidemment, mais enfin, qui existait. Et ensuite, vous nous dites qu'il y aura d'autres types de formations avec des gens qui pourront venir, après avoir fait quelques années d'autres activités, peut-être même pas du tout médicales ou paramédicales, pourront revenir, par exemple, en médecine, en dentaire, en pharmacie, etc. Voulez-vous être un tout petit peu plus précis ? Je vois qu'il y a avec une Tatiana Henriot
que nous connaissons bien et qui est la présidente des IPA, c'est-à-dire des infirmières en pratique avancée. Je pense qu'elle aura également un certain intérêt à dialoguer avec vous. Alors, je pense que dans votre question, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'entrer dans les études médicales à partir de filières classiques de l'université. C'est ça les LAS. PASS, c'est parcours accès spécifique santé. C'est au fond une première année de sciences médicales assez classique. LAS, c'est licence accès santé. C'est-à-dire que dans mon université, par exemple, c'est la possibilité pour un étudiant en fin de L1, en fin de L2 ou en fin de L3 de psycho, par exemple, de candidater sous réserve d'avoir des résultats corrects dans sa licence, de candidater à l'entrée en deuxième année de médecine après avoir validé une UE supplémentaire, pour faire simple. Ça, ce n'est pas du tout une voie inférieure à ce que vous pourriez appeler la voie royale. Pour moi, il n'est pas question de considérer la PASS comme la voie royale et la LAS comme une voie qui serait moins noble. Pas du tout. Ce qu'il faut, et là c'est certainement le cœur des préoccupations des personnes qui s'interrogent sur le lien entre nos réformes et celles du lycée. Ce qu'il faut, c'est que le lycéen analyse avec l'aide de ses professeurs, avec l'aide de son milieu, etc., analyse ce que sont ses qualités et fasse le choix correspondant à sa personnalité, à ses qualités, d'inscription dans des études supérieures correspondant à ce qu'il est au sortir du baccalauréat, en ayant en tête de s'engager dans une carrière médicale après un début de formation universitaire qui ne soit pas excessivement scientifique et qui soit ouvert sur d'autres champs disciplinaires. Donc c'est vraiment un enrichissement et il n'y a pas de recette miracle à mes yeux. Moi j'ai évidemment été contacté par des parents de lycéens l'année dernière qui me disaient est-ce qu'il vaut mieux qu'ils fassent une PASS, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils fassent une LAS. L'imaginaire collectif c'était il vaut mieux qu'ils fassent une PASS. Je viens de vous dire ce que j'en pense. Ensuite on m'a dit mais est-ce que c'est mieux de faire une licence de psycho, est-ce que c'est mieux de faire une licence de maths? Ben, moi, j'ai répondu, si le lycéen est à 18 de moyenne en terminale S, ben, qu'il fasse une licence de maths. S'il est plutôt moins bon en maths et qu'il a d'autres qualités dans des disciplines plus littéraires, qu'il se lance plutôt dans une licence littéraire. Le point important, c'est que l'UE qui permet ensuite d'entrer en médecine n'est en tout cas pas fondée sur des connaissances inaccessibles en sciences pour quelqu'un qui a un cerveau plus littéraire. Et là, en sens inverse, est-ce que celui qui passerait en passe, qui tenterait la passe, est-ce qu'il serait défavorisé s'il était collé? Parce que comment ça va être quoi l'épreuve? C'est un examen, c'est un concours, il y aura une sélection ou moins de sélection? Comment vous... L'étudiant passe, c'est exactement le système en miroir de ce que je viens de décrire. Hein. Je vous ai dit que les étudiants à l'AS font une licence classique et puis une UE, disons médecine, hein, pour faire simple. L'étudiant en passe, lui, a plusieurs UE sciences médicales, mais il suit également une UE correspondant à un de ses centres d'intérêt, par exemple du droit. Bon. Eh bien, si au terme de l'année, il est reçu à son UE de droit, mais ne peut pas accéder à la deuxième année de médecine, il peut faire le choix, surtout s'il s'est aperçu que finalement le droit l'intéresse, d'entrer en deuxième année de droit. Donc l'objectif, c'est aussi de limiter les échecs qui étaient quand même trop importants hein, en PACES, avec un nombre conséquent d'étudiants qui faisaient une année, 2 années, après souvent un bac brillant et qui se retrouvaient en situation d'échec, devant recommencer à zéro. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre à l'étudiant, mais ce n'est pas si simple que ça, hein, de s'interroger sur qui il est, ce que sont ses qualités, ce que sont ses défauts, ses limites, ses performances, et de faire un choix éclairé. Alors ma question est, je vais prendre la question de Pauline Allard également, mais ma question est, est-ce que vos universités, vos facultés seront à même de faire un peu, je crois quand même, ce qui se fait maintenant à Sciences Po, c'est-à-dire ça n'est plus, si on a bien compris, un concours, mais ce sera un examen avec des entretiens. Vous allez interroger le futur étudiant ou l'élève ou étudiant sur
sur ses vœux, sur son itinéraire, sur ses qualités, enfin, etc. Mais ma question est, est-ce que vous êtes en mesure d'assurer cette entrée, je n'ai pas dit sélection, enfin cette entrée dans de bonnes conditions? Et Pauline Allard vous pose la question, cette nouvelle organisation des études médicales rendra-t-elle possible ou rendrait-elle possible une formation en reconversion, c'est-à-dire par exemple un ancien élève de Sciences Po en poste, dans un tout autre domaine. Enfin, je ne comprends pas très bien la question. Enfin, est-ce qu'un ancien élève de Sciences Po pourrait devenir médecin, par exemple? Alors, si vous permettez, Pascal, j'aborde d'abord la deuxième question et ensuite la première. La deuxième question, parce qu'elle est complémentaire de ce que je viens de décrire. Je vous ai dit qu'il y avait donc une diversification des modalités d'entrée dans les études de médecine à partir de différentes licences. Mais il y a aussi, et ça n'est pas nouveau, et c'est peut-être insuffisamment connu, depuis quelques années, la possibilité, en effet, de candidater via des passerelles, quand on a un diplôme équivalent master, hein, c'est ce qui est requis, de candidater à l'entrée en deuxième ou en troisième année de médecine. Équivalent master, c'est des candidatures à l'entrée en deuxième année de médecine, et équivalent thèse ou thèse, c'est une possibilité de candidater en troisième année de médecine. On a d'ailleurs introduit un peu de souplesse dans ce système cette année, mais c'est quelque chose qui existe, qui n'est à mon goût pas suffisamment répandu, parce que tous les étudiants, on les appelle les passerelliens, les étudiants en médecine qui rentrent avec ces profils-là, sont des étudiants qui ont évidemment une expérience extrêmement intéressante et qui enrichissent nos promotions avec leur histoire, leur culture. Donc, c'est possible, c'est insuffisamment connu, la preuve, vous posez la question, mais c'est possible depuis plusieurs années. Et moi, j'ai reçu de ces dernières années en entretien, et je vais revenir sur la première question tout de suite après, j'ai reçu en entretien des candidats à la passerelle, polytechniciens, j'ai même reçu une normalienne, enfin voilà, on a ces profils-là, hein, et on les reçoit individuellement avec un jury constitué de personnes de sensibilités, de disciplines différentes. Et j'en reviens donc à la première question, c'est ce qu'on va faire à partir de cette année pour l'admission des PASS et des LAS, avec donc une sorte d'interclassement. C'est vrai qu'on ne parle plus de concours, mais ça reste une formation sélective, comme Sciences Po d'ailleurs. J'ai lu ces jours-ci que Sciences Po faisait disparaître son concours. N'empêche que les entretiens, je suppose, auront pour but de, malgré tout, sélectionner les étudiants qui rentreront à l'école. Eh bien, en médecine, c'est la même chose. Mais effectivement, ces oraux-là vont venir, je pense, enrichir considérablement le point de vue qu'on peut avoir sur un étudiant, sans abandonner pour autant les examens écrits que nous avons et que nous faisons évoluer dans leur dosivologie de façon à les rendre plus intelligents, si j'ose dire, et sortir du modèle QCM tellement et peut-être un petit peu excessivement d'ailleurs critiqué. Est-ce que vous avez le sentiment, la question est un peu pratico-pratique, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'un jeune qui veut être médecin, puisque vous êtes doyen de la faculté de médecine, ou bien aller en pharmacie ou dentaire, etc., que finalement les prochaines années seront des années d'opportunités? C'est-à-dire qu'on sait que les étudiants font souvent des choix d'opportunités, probablement d'ailleurs à juste titre. Est-ce que être médecin demain sera quand même plus accessible? Il faut quand même brosser. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais enfin, brosser le profil, enfin, la vie, tout simplement pas brosser, mais tout simplement rappeler la vie, le chemin de croix que cela pouvait être pour, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, pour de jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes, d'être médecins. Est-ce que demain, ça sera un peu plus simple parce que la société a besoin, et après, je crois qu'on pourra faire peut-être une transition sur ce que la société attend. C'est aussi un sujet qui nous intéresse, ce que la société attend de son système de santé et donc de ses médecins. Est-ce que ce sera peut-être plus simple, moins violent? Vous avez employé un terme qui m'a bien plu, je ne sais plus ce que vous aviez dit, mais enfin, je ne me souviens plus du terme, mais enfin, plus pas facile, vous avez dit plus conciliant, je ne sais plus ce que vous avez dit exactement, le terme que vous avez employé, mais enfin moins rigide. Et puis je passe également maintenant, si vous voulez, pour compléter la question, peut-être à Bruno Ramigi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante et très claire. J'aurais deux questions. Une première question, alors je vais peut-être me présenter d'abord.
Je suis interne en psychiatrie et j'ai fait Sciences Po et j'ai fait aussi des études de droit. Et ce qui m'a marqué dans les études de médecine, c'est tout d'abord l'absence d'internationalisation. La difficulté pour les étudiants à effectuer un stage à l'étranger, alors que les étudiants sont vraiment demandeurs, que ce soit en premier cycle ou même aujourd'hui, là j'étais à la rentrée du DES de psychiatrie à la PHP, et on a donc cette volonté-là des étudiants, et de l'autre côté, on a des universités qui sont beaucoup plus réticentes à laisser partir 1 mois, 6 mois, 1 an des étudiants à l'étranger. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est sur le développement des doubles cursus. J'entends bien la volonté de la conférence des doyens de favoriser une diversité des profils dans le recrutement des étudiants à l'entrée aux études de médecine, mais je crois que ce qui est important, c'est aussi de garder cette diversité-là tout au long de la formation et de favoriser les doubles cursus. Alors, je voulais savoir sur ce point-là, quelle était la position des doyens. Merci Bruno. Je vais en profiter parce que je vois que le temps passe. Il y a également une autre question assez technique mais importante. Est-ce que le système de santé français se dirige vers un ratio spécialiste-généraliste plus grand à l'américaine ou à la grecque? Bon, je crois qu'on a déjà pas mal de spécialistes, mais enfin. Oui, et alors vraiment, peut-être une question qui était, et on va prendre cette dernière de Linda Chrétien, qui nous dit: l'université sera-t-elle capable, c'est un peu en lien avec ce que je vous demandais, l'université sera-t-elle capable d'accompagner les étudiants tout au long du cursus sur le plan émotionnel? La montée en puissance des suicides depuis de nombreuses années des étudiants est problématique. Il y a eu un article dans Le Monde encore hier que vous connaissez. Le contenu va-t-il évoluer sur ces questions de l'analyse des pratiques? Bon, je vais prendre ces questions dans l'ordre où vous les avez. Vous pouvez répondre en 5-6 minutes parce qu'on a plein d'autres questions après. Oui, je vais essayer d'être rapide. D'abord, sur l'internationalisation de la formation, c'est un enjeu absolument majeur. Vous avez lu comme moi sans doute la déclaration d'Ursula von der Leyen au mois d'octobre, je crois, parlant d'Europe de la santé. La santé, les gens voient la santé au travers d'une offre de soins. La santé, ça n'est pas que l'offre de soins. Si on isole l'offre de soins, on passe à côté de quelque chose. La santé, c'est l'offre de soins, la formation et la recherche. Et donc, très clairement, et le Covid, c'est la caricature. Le Covid ne s'arrête pas à la frontière. Hein. Donc, évidemment, il faut une Europe de la santé qui intègre la formation et la recherche. Et pour vous dire à quel point je suis motivé sur ce sujet, après ce colloque de la Sorbonne du 24 septembre, je suis en train de travailler avec d'autres. Pascal Borel connaît bien le sujet puisqu'on échange, on échange là-dessus. On est en train de travailler à un colloque qui visera l'année prochaine à peser en lien avec mes alter-ego des pays européens, à peser pour que soit intégré dans la réflexion politique du commissaire européen et de la Commission européenne les aspects formation et les aspects recherche pour internationaliser et favoriser la mobilité de nos étudiants. On n'est pas bon, on est particulièrement mauvais en France, ça c'est tout à fait certain, et il faut qu'on change ça. Les doubles cursus, on y est extrêmement, extrêmement favorable. On voit bien les difficultés, vous êtes interne, vous m'avez dit, on voit bien les difficultés que ça pose. Tout le monde est plein de bonnes intentions sur ce sujet-là. Mais quand on voit les réactions des internes, il y a quelques semaines, avec la question de la réintégration avec leur ancienneté des étudiants ayant fait un double cursus, on voit bien l'ambivalence quand même. Donc, c'est un sujet, à mon avis, qu'il faut qu'on travaille en lien avec votre représentation, parce que vous êtes un exemple de réussite de double cursus. Il ne faudrait pas que des étudiants motivés se retrouvent pénalisés par un double cursus. Donc, oui, il faut qu'on l'accompagne, mais il faut qu'on aille au bout du chemin. Et je pense, pardonnez-moi, hein, mais je pense que c'est votre génération qui n'est pas tout à fait claire sur le sujet. Ce n'est pas les doyens. Hein. Les doyens, ils sont prêts à accompagner tous les doubles cursus de la Terre parce qu'on sait bien, et je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'enrichir les compétences et ne pas avoir l'esprit obsédé par ce qu'on a appris sur les bancs de la faculté, c'est indispensable si on veut progresser.
Peut-être un point Pourquoi, sur je n'ai les... pas tout à fait bien compris pourquoi la jeune génération serait réservée. Parce que c'est assez technique, hein, donc je ne vais peut-être pas insister, mais quand les étudiants en cours d'études, en cours de troisième cycle en particulier, en cours d'internat, quand un étudiant se lance dans un double cursus et prend une année, voire 2 années, ce qu'on encourage pour faire de la recherche, lorsqu'il revient, lorsqu'il reprend son cursus d'internat, il demande légitimement à bénéficier de l'ancienneté et de ne pas être considéré comme étant sorti complètement des radars. Et ça, c'est assez controversé par les internes qui, ceux qui n'ont pas fait de double cursus, disent « Ah non, 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 moi désolé, je veux choisir avant celui qui a fait son double cursus. » Et comme ça, ils gagnent souvent des possibilités d'accès à des terrains de stage convoités et auxquels tout le monde ne peut pas accéder. Ça méritait d'être précisé. Sur ces ratios spécialistes généralistes, alors ça, c'est un sujet que je vais aborder avec ma casquette d'ancien président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Je rappelle que jusqu'en 2017, le ratio de généralistes formés en France était de l'ordre de 47 à 48% des étudiants en médecine, et donc les 52 autres pourcents étaient répartis entre les diverses spécialités. Il y en avait 40 à l'époque. On est passé à 44 maintenant. Quand on est passé à 44, on a donc créé, vous avez bien compris, 4 spécialités supplémentaires. Il a fallu évidemment prendre les internes sur d'autres spécialités. Et on les a pris en particulier sur la médecine générale. Et on est passé de ce taux de 47-48% à 40%. Tout le monde connaît mon point de vue sur le sujet. Je pense qu'on est allé trop loin et qu'il faut augmenter le nombre de spécialistes de médecine générale. J'ai bien dit de spécialistes de médecine générale. Le médecin généraliste, ça n'est pas un sous-médecin, c'est un titulaire d'un DES, d'une des spécialités les plus difficiles à acquérir et des plus difficiles à pratiquer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous augmentions en proportion, et donc en valeur absolue aussi, le nombre de médecins généralistes que nous formons. Les enjeux, vous parliez tout à l'heure, Pascal, des enjeux pour la société. Je ne suis peut-être pas le meilleur représentant de la société parce que je suis jugé parti, mais je suis citoyen aussi. Les besoins de la société, c'est d'avoir des médecins qui soient compétents sur l'ensemble des territoires, qui soient capables de faire face aux enjeux qu'on vit tous en dehors des périodes de crise sanitaire, qui sont le vieillissement de la population et les polypathologies, et puis qui sont aussi la capacité à faire face à des crises sanitaires. J'ai cité les 3 qui me marquent le plus depuis la canicule de 2003. Ce sont les spécialistes de médecine générale qui sont en première ligne. Le Covid, on parle de l'engorgement des hôpitaux et c'est vrai que c'est un problème. On oublie que les spécialistes de médecine générale sont en première ligne. Et quand on me demande ce matin encore si on peut redistribuer des internes de médecine générale qui sont en stage auprès du praticien de médecine générale dans des hôpitaux, je dis non, je dis que je ne comprends pas, parce qu'il faut que l'offre de soins soit bien répartie. Et le Covid, certes, tue beaucoup de personnes, mais rend aussi rend malade également un certain nombre de personnes qui n'ont heureusement pas besoin du système hospitalier, mais qui ont besoin d'un bon médecin à leur côté. Donc oui, il faut augmenter. Enfin, je ne sais pas quel était le sens de la question de la personne qui l'a posée, mais ma réponse… je crois que vous avez fait quand même le tour sur… alors d'ailleurs, il y a peut-être une question à la fois, peut-être revenir sur la difficulté des études, notamment même la violence. Je faisais référence, je ne crois pas que vous ayez vraiment répondu. Il y a une question de Valérie qui vous salue visiblement, Perruchot-Garcia, et qui nous parle des femmes, et notamment qui nous dit que il faudrait aider par des mesures à choisir certaines spécialités dans lesquelles elles sont parfois très peu nombreuses, même si l'urologie par exemple, même si reconnaissons qu'il y a beaucoup d'étudiantes dans le système. D'ailleurs, on peut se poser la question si le nouveau mode de sélection peut-être rétablira même un peu la situation, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de jeunes élèves qui veulent être médecins et qui le sont que de jeunes garçons. Répondez peut-être déjà à ça, donc la féminisation, développer leur leadership, etc., le plafond de verre, enfin, vous voyez à quoi on fait référence, c'est un vrai sujet, et puis celui peut-être de la difficulté de la violence des études. Rapidement, Patrice, parce qu'ensuite il y a encore plein de questions.
Sur la représentation féminine, effectivement, c'est un sujet qui est très lié d'ailleurs à la qualité de vie des étudiants globalement. Hein. On est aujourd'hui en médecine, il y a 65% des étudiants qui sont des femmes. Donc on est dans une forte majorité féminine. Je pense que c'est en partie lié au fait que, alors je vais peut-être paraître ringard ou conservateur, j'en sais rien, mais je pense que les jeunes filles sont beaucoup plus mûres que les garçons au sortir des études secondaires et donc beaucoup plus aptes à réussir un concours type PACES. Donc je pense en effet que peut-être que cette diversification et cette possibilité d'entrer dans les études de médecine après une première expérience dans les universités conduira à une nouvelle parité. Après, sur la difficulté des études de médecine, le mal-être des étudiants, la qualité de vie altérée, c'est une réalité. C'est une réalité sur laquelle on bute. Le Centre national d'appui, qui est coordonné par Donata Marra, pourtant il travaille, la conférence des doyens aussi. J'ai lu avec intérêt, parce que je l'ai reçu aujourd'hui, la thèse de deux internes parisiennes qui a été soutenue le 22 octobre dernier et qui montre encore avec des verbatims extrêmement violents, la nécessité d'améliorer les choses. Je pense qu'il faut sortir de l'omerta. Valérie Oostlander avait publié un article dont le titre comportait le mot omerta. Effectivement, je vois bien que les étudiants ont beaucoup de mal à déclarer les événements dont ils peuvent être les victimes. On va proposer la mise en place d'un système de déclaration anonyme vis-à-vis des déclarants, mais pas anonyme vis-à-vis des personnes qui doivent être sanctionnées, moi je le dis, hein, au travers en particulier de retrait d'agrément, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai bien envie de vous lire vraiment les deux dernières questions, à mon avis, parce qu'elles sont très bien rédigées, celle de Sylvain et celle de Sandy Munch. Vous avez évoqué, Sylvain Gauthier, que vous connaissez, vous avez évoqué les réformes récentes et le desserrement du numerus clausus. Vous évoquez l'étape d'après qui consiste à une réflexion qualitative plus que quantitative. Quelle projection sur les besoins futurs peut-on envisager pour former le juste nombre de médecins dans telle ou telle spécialité Excusez-moi, dans telle ou telle spécialité. Quelle réflexion prospective en la matière? Exemple, impact de l'intelligence artificielle en dermatologie, en radiologie, anatomopathologie. Vous pouvez répondre rapidement à ça? Je peux dire que Sylvain connaît très bien le sujet parce qu'il était interne à l'ONDPS quand j'en assurais la présidence et il sait parfaitement qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est extrêmement difficile. Toutes les modélisations qu'on peut faire sont très vite prises en défaut. La place de l'intelligence artificielle, elle est évidemment très importante. Je vais prendre un autre exemple d'application de l'intelligence artificielle, qui est la radiologie. Il m'arrive de dire de façon un peu provocante à mes collègues radiologues qu'il n'y a peut-être pas besoin de faire 10 ou même plus années d'études pour interpréter des nuances de gris et que l'intelligence artificielle le fera très bien. Mais en fait, c'est trop caricatural. Non, ce que je pense, c'est que les spécialités sont en train d'évoluer de façon absolument extraordinaire et que, par exemple, la radiologie est en train de prendre une place à la chirurgie au travers de techniques de radiologie invasive qui permettent de traiter des pathologies anévrismales, par exemple, sans avoir à ouvrir le corps humain, ou en tout cas sans faire de grands délabrements. Et donc, c'est l'évolution des disciplines. Après, le calcul du nombre de spécialistes à former, il est extrêmement compliqué. Ça, Sylvain le sait très bien. Sa question me fait sourire parce qu'il le sait très bien. On essaie de faire au mieux en fonction des projections démographiques, de ce qu'on estime les besoins de santé, etc. Mais on n'est pas toujours sûr d'avoir raison, surtout quand on se dit que ce qu'on décide un jour donné n'aura d'effet que, je vous l'ai dit, une dizaine d'années plus tard. Alors, je vous pose deux questions, et là aussi, réponse rapide, ce sera presque les dernières questions, si vous voulez bien. Mais je pense qu'elles sont presque sous forme de conclusion de notre entretien. Vous avez évoqué la mise en situation. Les États-Unis ont développé cette pratique pour sensibiliser les futurs médecins au biais décisionnel. Est-il prévu quelque chose sur ce point, du point de vue de l'aboutissement à une véritable codécision entre le patient et le médecin, à tout le moins permettre une information comprise sur les risques et bénéfices des traitements? Jolie question, Sandy Munch, je vous la pose. Vous l'avez bien noté, codécision. Et la suivante, c'est concernant la recherche.
celle-ci peine à se développer en médecine générale. C'est Morgane Caillot qui vous la pose, que vous connaissez, j'imagine. Commence à être. Alors, concernant la recherche, celle-ci peine à se développer en médecine générale et commence à être discutée dans d'autres disciplines en santé, telles que les sages-femmes. Quels sont les moyens envisagés pour permettre une recherche efficiente sur l'ensemble du territoire? J'aurais bien aimé, voilà, et puis j'aurais bien aimé, moi, vous demander, quand même, presque pour terminer, est-ce que ce sera quand même, est-ce que finalement, il faut conseiller aux jeunes d'engager des études de médecine? Quand on posait la question aux médecins, il y avait eu un sondage dans le quotidien du médecin il y a quelques années, est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de faire médecine? La réponse était terriblement surprenante, je crois. Ils disaient souvent non. Bon, la codécision, c'est un sujet extrêmement pertinent. Ça renvoie à la notion de patient expert. Les patients experts ont une place dans l'enseignement en médecine, d'ailleurs dès le 2e cycle. Et effectivement, ce n'est pas le médecin qui connaît le mieux la maladie, c'est le patient. Je le dis souvent aux étudiants quand je leur enseigne le raisonnement clinique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai eu peur d'être déconnecté. Donc, effectivement, il faut que le patient soit intégré dans l'enseignement et c'est en train d'être fait au travers des échos, comme je le disais tout à l'heure. Les échos ne reposent pas que sur les seuls patients. On a aussi des comédiens pour simuler, par exemple, une consultation d'annonce d'une mauvaise nouvelle. Mais tout ça va dans le sens, je pense, de la question qui a été posée. Pour la question de Morgane Caillot sur la recherche en médecine générale, je pense qu'il faut concevoir beaucoup plus que ça n'a été fait ces dernières années, et la crise du Covid doit nous permettre ça. Il faut concevoir le champ de la santé publique comme ouvert à un ensemble de spécialités, dont la médecine générale. La médecine générale, qui est la médecine de soins premiers, qui se pratique dans les territoires, doit être complètement connectée à la santé publique et donc faire l'objet d'appels à projets qui soient intégrés dans les mécanismes habituels d'appel à projets de recherche médicale des autres disciplines, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et c'est très lié, ça, au fait que la recherche médicale reste gérée par les hôpitaux et hospitalo-centrés. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dans son article 24, crée des comités territoriaux de la recherche en santé pilotés dans les hôpitaux. On a obtenu que les universités y soient associées, mais pilotés dans les hôpitaux. Je me suis battu, et je n'ai pas gagné mon combat, pour que ces comités territoriaux s'appellent universitaires et s'ouvrent donc beaucoup plus largement et beaucoup plus naturellement aux soins premiers. Donc c'est un enjeu, et Morgane connaît bien ma position sur le sujet, c'est un enjeu extrêmement important auquel il faudra qu'on réfléchisse au sortir de la crise du Covid. Et puis la troisième question, c'est le goût des études de médecine. Moi, je continue à trouver que c'est un métier absolument magnifique. C'est un métier qu'on peut exercer de diverses façons au cours de sa carrière. Alors, j'ai peut-être un regard biaisé parce que je suis un hospitalo-universitaire, que j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de recherche en début de carrière, puis beaucoup de soins, et aujourd'hui m'intéresser à la formation des plus jeunes. Mais je pense que ces possibilités d'adaptation existent, quel que soit le mode d'exercice. Et bon, c'est quand même le plus beau métier du monde pour moi. Donc, j'ai 5 enfants, aucun n'est devenu médecin, mais ce n'est pas parce que je les en ai découragés, en tout cas, j'espère. Non, n'entends pas. Le temps imparti peut être un peu court, parce que je vois que vous êtes tous présents. Si vous voulez une dernière question, si quelqu'un veut prendre la parole, mais comme dans moins d'1 heure, le président de la République va nous faire de grandes annonces, vous êtes angoissé par les annonces ou rassurant dans les annonces qu'il va nous faire, ou tout simplement dans la situation que nous vivons, et qui place effectivement, on le voit bien, la médecine au centre de nos soucis, disais-je en introduction, peut-être même un peu trop, non? On a même reproché aux médecins de devenir, de vouloir être des politiques. Alors à Sciences Po, on fait de la politique. Est-ce que les médecins vont prendre la place des dirigeants? Est-ce que leur rôle est trop important? Ça pourrait être une petite forme de conclusion que nous vous demanderions de faire pour conclure et
clôturer. Disons qu'on est à l'heure des choix tragiques, hein, c'est-à-dire qu'il faut concilier les impératifs de santé publique avec le fonctionnement de l'économie et je pense que les deux objectifs se contredisent assez largement. Voilà. Et toutes Merci les beaucoup, difficultés. Sandy. Votre commentaire pour terminer? Angoissé, le mot est trop fort parce que l'angoisse, c'est un terme médical en réalité, mais extrêmement préoccupé, ça, je ne peux pas vous le cacher, à la fois par l'évolution de la situation sanitaire, mais aussi par les conséquences que ça va avoir dans les universités dans les jours qui viennent. Et je viens de passer 48 heures là, extrêmement difficiles, et je m'attends à ce que les 48 qui viennent le soient aussi. Je vous l'ai dit, les médecins ne sont pas des devins, et je regrette profondément d'avoir vu certains de mes collègues que j'apprécie au demeurant se déguiser en devins sur des plateaux de télévision et dire un jour une vérité et le lendemain le contraire. Voilà, cette crise a bien montré qu'il faut d'abord, il faut savoir rester modeste. Ce que vient de dire Madame Munch est tout à fait juste, et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs décloisonner complètement les champs disciplinaires. Mais c'est vrai, je pense à Sciences Po aussi, sans doute, mais je pense que vous le faites. Hein. Il faut s'ouvrir aux autres, savoir écouter les points de vue et ne pas s'imaginer que le professeur Duchemol a la solution à tous les problèmes, parce que le professeur Duchemol, il est peut-être professeur de médecine, mais il n'est pas professeur d'économie, et que je pense que les dégâts économiques que peut faire la crise peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos concitoyens que le médecin sera bien en peine de prendre en charge. Voilà, donc oui, je pense qu'il faut que chacun mesure la difficulté de sa tâche et aborde sa responsabilité avec modestie et beaucoup de mesure. Merci beaucoup de nous avoir consacré 1 heure de votre temps. Je crois que c'était un très bon moment que nous avons passé ensemble. Nous vous en remercions. Et je dis au revoir à tous et à toutes. Merci de votre participation. Nous allons, avec le bureau du groupe santé de Sciences Po, vous proposer d'autres animations. Nous risquons d'avoir un petit peu de temps avec le confinement qui s'annonce. En tout cas, il ne faut pas évidemment que nous nous séparions. Et au contraire, il faut que, grâce d'ailleurs à toutes ces initiatives que Sciences Po prend, les liens restent bien forts entre nous tous pour traverser ces périodes évidemment très difficiles. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, et encore merci Patrice Dio de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir.